On va commencer notre cours. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bon, je vais faire la vidéo pour quelques instants. Voilà. Cette année, comme vous le savez, il y a eu un changement de contenu du programme informatique visuelle. C'est le seul master qui a, enfin, on a fait l'effort d'écouter les étudiants et les enseignants aussi, et par conséquent, nous avons apporté des modifications sur le contenu. Alors, ce contenu, il n'y a eu pas des modifications majeures, mais plutôt c'est pour alléger certains cours. Comme vous le savez, ou vous ne le savez pas, peut-être, que le cours intelligence artificielle était scindé en 3 parties. La première partie, c'est résolution de problèmes. La deuxième partie, c'est raisonnement, l'incertain. Et la troisième partie, c'est les méthodes, c'est machine learning, réseau de neurones. Et tous ces éléments-là ont été traités à raison de 2 cours par semaine et 1 TP. Ce qui fait que chaque partie aura 1 mois, donc 8 cours et 4 TP. Et ça fait beaucoup de travail pour les étudiants pour assimiler les 3 modules. Par conséquent, nous avons, dans la nouvelle version de ce programme, nous avons scindé ce cours en 3. En premier semestre, vous avez résolution de problèmes. Deuxième semestre, vous avez le machine learning, le réseau de neurones, deep learning, etc. Et en troisième semestre, vous avez le raisonnement incertain. Voilà. Ce qui fait vous aurez de la chance vous êtes mieux, je pense, que le S2I en matière IA. En plus que vous avez en premier semestre, vous avez traitement de l'image et vous avez en second semestre computer vision, donc vision artificielle. Donc c'est très riche par rapport au contenu S2I. Et l'autre changement, c'est jumeler les cours réalité virtuelle et développement de jeux, il sera en S2. L'essentiel des changements qui ont été opérés. Et il y a eu quelques déplacements de cours de S2 vers S3 pour alléger le contenu. Voilà, j'espère que cette fois-ci, donc ça ira mieux, surtout pour le cours IA, où les étudiants trouvaient beaucoup de difficultés de suivre la partie 3 qui concernait l'apprentissage automatique, réseau de neurones. Bon, vous ne pouvez pas faire beaucoup de choses en raison de nombre de séances allouées pour chacune des parties. Je ne sais pas, est-ce que vous m'avez entendu? Répondez-moi par chat, par message, si vous voulez, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'avez entendu? J'ai peur que ma connexion... Oui, d'accord. Très bien. S'il y a des coupures, vous me le dites, je vais rappeler, d'accord? Je vais rappeler ce que j'ai dit. Voilà, très bien. Voilà, ça c'est pour concernant le programme. Effectivement, ce cours s'appelle résolution de problèmes, mais il faut le prendre comme étant intelligence artificielle, partie 1. En deuxième semestre, c'est machine learning et réseau de neurones, etc. Ça, c'est IA, partie 2. Et troisièmement, ce sera raisonnement, modélisation de la connaissance, représentation de connaissance. C'est en semestre 3. C'est IA partie 3. Donc, vous allez faire beaucoup d'IA. Hein. Je peux même confirmer que vous allez faire plus que S2I. Voilà. Pourquoi? Parce que informatique visuelle,
C'est toujours, enfin, c'est de l'IA et aussi c'est visuel. Maintenant, concernant le programme de ce cours, je suppose que vous... Est-ce que le partage, le fichier apparaît bien? Est-ce que le partage est visible? Oui, très bien. J'ai partagé le contenu de ce cours. Aujourd'hui, on va rapidement. Bon, il y a, vous connaissez, donc je ne vais pas beaucoup tarder sur le chapitre 1. Je ne vais pas trop tarder sur ça. C'est IA, c'est à la mode. Tout le monde fait de l'IA. Il y a même une école supérieure de l'intelligence artificielle qui a été créée à Sidi Abdallah. Et tout le monde fait de l'IA, même les étudiants de licence traitent beaucoup de sujets de IA. Je dirais quelques mots sur l'IA. Ensuite, essentiellement, aujourd'hui, on va s'attaquer aux résolutions de problèmes de planification. On va voir comment modéliser des problèmes quelconques et les algorithmes de recherche intelligents comme l'algorithme ASTAR. Voilà. Le chapitre 3 sera dédié aux algorithmes de jeu. Nous allons voir min-max, alpha-beta et langage alpha-beta. Comment essayer comment programmer un ordinateur de telle sorte qu'il peut jouer contre l'être humain et en essayant d'optimiser la recherche de tous les cas possibles pour trouver le meilleur coup à jouer. Donc ça, ce sont des algorithmes pour les jeux. Ensuite, on verra, donc ceci n'a pas été vu pour les précédentes promotions, les métaheuristiques, quelques métaheuristiques, il y en a beaucoup. On va d'ici là, donc je ferai le choix sur ce qu'on va voir en fonction de l'avancement. Et on verra aussi quelque chose d'important, c'est un problème de satisfaction de contraintes. Ce sont des problèmes complexes et comment rechercher une solution. Pour les références, alors vous avez la référence de Russell et Norby et Pearson. Ça, c'est une édition 2016. C'est un livre de référence. Vous pouvez trouver la version électronique sur Internet, donc vous pouvez chercher ça. Et vous avez aussi beaucoup d'autres références. J'ai cité certaines. Il y a beaucoup de références, des tutoriels, des cours, des vidéos, enfin, tout ce qui est possible à suivre, vous pouvez le prendre comme référence. C'est enseigné dans beaucoup d'universités. Alors, ces problèmes ce sont des problèmes essentiels pour la résolution de problèmes par planification et pour les jeux et pour les métaheuristiques. Voilà le sommaire. Je ne sais pas, est-ce que vous avez un commentaire pour voir que vous êtes en train de suivre? Est-ce que vous avez un commentaire sur le programme? Alors, la seconde partie, c'est pas moi qui va le faire, c'est Madame Insaf Sititra, normalement, c'est qu'elle va faire les machine learning. Et Madame Khlef, elle va faire en S3 la représentation des connaissances et l'incertain. Alors, pour les TP, chaque semaine, vous avez une séance de TP. Ça vous fait au moins 10 TP. Et à la fin, bon, vous allez faire un projet. Cette fois-ci, nous aurons le temps de faire des projets. Alors, il y a donc une doctorante, c'est ma doctorante, qui va vous assurer le TP. Et je vais superviser tout ça, pas de problème. Voilà. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions avant de commencer le cours d'ordre général, puisque c'est une nouvelle promotion. Donc, bon, moi, j'ai été responsable, bon, j'ai été le fondateur de Master Informatique Visuelle, c'est moi qui l'ai lancé avec l'ensemble des collègues.
Bon, parce que j'ai d'autres tâches à assurer. Donc, c'est Madame Dahman, donc, Dahman Afifa qui s'en charge. Si vous avez des problèmes d'organisation, vous pouvez lui soumettre votre requête. C'est elle qui est responsable de ce master. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Alors, tout d'abord, vous n'êtes pas nombreux, vous êtes 29 sur une cinquantaine. Bon, disons, c'est le début, on peut fermer les yeux. Il n'y a pas de... Est-ce que vous m'entendez d'abord? C'est bon. Il n'y a pas de questions sur le contenu du programme, sur... non. Alors, normalement, vous avez le cahier de charge. Je l'ai envoyé à un de vos camarades. Bon, après, si vous voulez, vous l'envoyer. Voilà, c'est bon. Voilà, on va commencer. Comment vont se passer les TP? Voilà, une question. Elles vont se passer en présentiel, vous le savez. Oui ou non? Normalement, vous allez faire deux séances par quinzaine, c'est ça? Normalement, c'est ça. Vous allez faire deux séances de TP, 2 heures de TP, chaque quinzaine, si je ne me trompe pas. Bon, vont se passer. Bon, comment ils vont se passer? Bon, vous aurez des. Je vais vous montrer après. On va faire, on va programmer avec Processing, hein, Processing, Processing. Ou vous pouvez travailler avec Python, d'accord? Ou là, si vous voulez travailler avec Python, vous faites Python. Ah, à forcer, mais si vous connaissez déjà Python, il vaut mieux faire Processing. C'est le langage utilisé par Arduino, le kit électronique. Et c'est un langage aussi utilisé pour la visualisation de données. C'est une IA aussi. Donc, c'est l'occasion de connaître Processing. On va vous faire une séance pour l'apprentissage de Processing. JavaScript. Hein. Voilà. Alors, je vais commencer. Je vais arrêter donc ce. Alors, dites-moi si la fenêtre est partagée. Est-ce que vous voyez les slides? Oui, on voit. Oui, très bien. Alors, comme vous le savez, il y a 3 semaines, donc vous avez cours en présentiel une fois par 21 jours. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la semaine prochaine, nous aurons en présentiel, c'est ça? Oui ou non? Dites-moi, normalement, la semaine prochaine, nous avons un cours en présentiel, oui. Après voilà. Donc, rendez-vous le lundi à 8 heures. Je ne me souviens pas de la salle. Nous avons un cours en présentiel, 1 heure. On va essayer d'avancer. Et après 2 séances, c'est à distance. Après, la troisième, c'est présentiel. Voilà ce qui a été programmé. Donc, on est d'accord. Aujourd'hui, on va commencer par introduire. Bon, le premier chapitre, je ne vais pas parler trop, hein, vous êtes aussi informés. Mais je vais dire quelques mots que vous allez retrouver un peu partout dans les standards, dans les livres. J'ai pris quelques définitions et on va en parler. Alors, l'intelligence artificielle, c'est l'ensemble des théories et des techniques mises en œuvre pour réaliser des machines capables de simuler l'intelligence. Ça, c'est mes références qui sont données à la fin du document où il y avait son meurtre. C'est le livre de Russell.
Cette définition veut dire quoi? Veut dire qu'on va utiliser toutes les théories possibles et les techniques possibles pour essayer d'arriver à une machine, un ordinateur ou un automate qui est capable de simuler l'intelligence. Alors, l'intelligence, vous savez que l'être humain il est intelligent parce qu'il a il a des données en entrée. Il a ses yeux, il a ses oreilles, il a aussi le toucher. D'accord? Il peut aussi goûter. Donc, tous les sens lui permettent d'apprendre, apprendre, et euh, ensuite comprendre le monde externe. Donc, comprendre et prendre des décisions. C'est ça de l'intelligence. L'intelligence, c'est que quand vous pouvez voir avec vos yeux, vous pouvez entendre et vous pouvez agir. Agir. L'intelligence, c'est acquisition de données, apprendre les données et prendre des décisions en face de nouvelles situations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous regardez une chaise, vous avez appris ça depuis votre enfance, que ça c'est un objet sur lequel on va s'asseoir. Et c'est ça votre connaissance. Si vous avez envie, si vous êtes fatigué, vous allez chercher une chaise, vous allez vous déplacer, vous allez éviter des obstacles, vous savez comment éviter des obstacles, vous allez la prendre avec votre main, vous avez essayé de voir si elle n'est pas cassée, ensuite vous allez vous asseoir. C'est ça l'intelligence. Maintenant, est-ce qu'on peut donner toutes ces facultés à l'être humain, pardon, à la machine? C'est ça l'objet de l'intelligence artificielle, c'est essayer de programmer, de faire en sorte que notre machine arrive à acquérir des données et raisonner, faire un raisonnement en fonction de l'apprentissage, en fonction des connaissances qu'elle a acquises durant la phase d'apprentissage. Et aujourd'hui, vu la puissance de calcul qu'on a à notre disposition, pas nous, mais qui existe sur le marché, vous pouvez par exemple montrer à un ordinateur, à un système informatique, des radios et lui montrer par exemple quelles sont les ondes qui sont dans une échographie ou radio IRM, etc. Montrer quelles sont les zones atteintes d'un cancer. Donc ça, c'est l'expert. Et pour que l'expert puisse apprendre l'ensemble des données, c'est-à-dire ces données-là, il lui faut beaucoup de temps. D'accord? Par contre, l'ordinateur peut faire ça, il peut apprendre rapidement en lui montrant toutes ces images. Il va générer son système, son modèle, un réseau de neurones profond. Il va avoir des paramètres pour pouvoir être capable de répondre à toute nouvelle requête. Alors que l'être humain, il doit regarder tout ça, il doit apprendre, il prendra beaucoup de temps. Et nous avons acquis ça à l'école, donc nous allons étudier c'est quoi une tumeur, c'est quoi la cliché radio, échographie, etc. Tout ça, ça prend du temps. Alors que l'ordinateur, s'il y a une puissance de calcul, en lui montrant toutes ces images, il va inférer, il va déduire un modèle, il pourra ensuite décider. Il peut aujourd'hui faire mieux que l'être humain, que le médecin. Vous pouvez voir ça, il y a beaucoup de vidéos qui montrent ces facultés des systèmes récents d'apprentissage et d'inférence, de diagnostic sur des images IRM. Voilà, ça c'est pour parler de l'objectif de l'intelligence artificielle. Alors, il y a dans le rapport de synthèse France Intelligence Artificielle, c'est 5, j'ai donné comme ça 5. L'IA, elle est classée dans le groupe des sciences cognitives. Donc, elle fait appel à la neurobiologie computationnelle, c'est-à-dire tout ce qui concerne les réseaux de neurones, et à la logique mathématique et à l'informatique. Voilà, ça c'est pour déclasser quels sont les outils dont on a besoin. La neurobiologie, c'est-à-dire comprendre comment les réseaux de neurones fonctionnent. Aujourd'hui, on parle aussi des liquid neural network. Il y a beaucoup d'avancées dans ce domaine.
on essaie de comprendre pour implémenter tout ça sur la machine. Autre définition, par extension, donc, elle désigne dans le langage courant les dispositifs imitant ou remplaçant l'homme dans certaines mises en œuvre de ces fonctions cognitives qui est la perception. Computer vision est un des objectifs de l'intelligence artificielle, reconnaissance de langage naturel, etc., etc. Toutes les facultés que l'être humain a, dont il dispose, on veut les transmettre à l'ordinateur. Et tout ça, bien sûr, avec les modèles, avec l'informatique, ça ne marche pas, vous savez. Aujourd'hui, résoudre un problème, par exemple, essayer de dire, par exemple, sur une image, quelle est la zone atteinte d'un cancer. Vous avez beau à faire un traitement d'image, mais on n'arrive pas aujourd'hui à trouver des algorithmes qui peuvent dire, voilà, cette frontière, c'est une zone atteinte d'un cancer. Par contre, si on a un dataset, si on a beaucoup de données, donc on bascule vers l'IA et les réseaux de neurones. Ça, c'est une autre. On dépasse la limite de l'informatique pour, bien sûr, avec les fonctions, avec la puissance de calcul. Sans la puissance de calcul, toute cette avancée ne sera pas possible et on restera toujours avec des algorithmes conventionnels qui sont des algorithmes qu'on appelle informatique tout court. Voilà. Ça, c'est pour l'introduction. Alors, est-ce que vous avez des commentaires, des questions? Bon, je n'ai pas voulu m'étaler tout ça. Monsieur, pourquoi IA est basé sur la logique mathématique? Oui. Il y a le raisonnement. Il n'y a pas uniquement c'est pas uniquement les réseaux de neurones, hein, d'accord? Donc IA, vous allez voir ça en troisième semestre. Il y a le raisonnement, et le raisonnement, c'est la logique mathématique, ce que vous allez voir. Il y a ce qu'on appelle la connaissance. Il n'y a pas uniquement les réseaux de neurones, attention. Il y a une branche qui s'appelle donc modélisation de connaissances et la connaissance incomplète, hein, l'information incomplète et le raisonnement. Tout ça, ça nécessite la logique. Vous avez même aussi les bases de données déductives. Déductives, c'est-à-dire que vous posez une question, il y a une logique, on va vous répondre avec des probabilités. La logique mathématique, c'est le raisonnement, c'est le vrai ou le faux, mais avec l'incertain, la logique floue, etc. Tout ça, c'est de l'IA. Pour votre question, M. Souayeh Al-Qadr. Ça va? Voilà. Donc, il ne faut pas voir que l'IA, c'est uniquement ce que peut-être vous avez entendu parler d'un réseau de neurones. Vous prenez des données. Non, il n'y a pas uniquement ça. Ça, c'est pour résoudre un problème bien spécifique. Mais si vous faites du raisonnement, des actions, de l'incertain, vous n'avez pas toutes les données, ça, c'est une autre branche. C'est la représentation des connaissances. Est-ce qu'il y a des questions d'ordre général? Bon, si je peux vous répondre, je vais vous répondre, sinon il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à poser des questions. D'abord, s'il n'y a pas de questions, ça veut dire que vous êtes toujours au lit, hein, vous dormez, vous êtes connecté et vous ne parlez pas. Ça c'est une nouvelle technique. C'est de l'intelligence artificielle. J'appelle ça. Quand un étudiant se réveille, se connecte, il prend son lit, il dort, il va se réveiller à 9 h, après il va se connecter. Ça, c'est quoi? C'est de l'intelligence artificielle, parce qu'on ne vous voit pas. Donc, vous trouvez un moyen pour marquer votre présence, n'est-ce pas? Je peux dire qu'il y a au moins un qui fait ça. Oui ou non? Non? C'est tout le monde alors. Si personne ne répond, ça veut dire que c'est tout le monde qui dort. Donc, essayez d'interagir avec le cours. Parce que si vous. Moi, quand je vois qu'il n'y a personne qui pose de questions, qui fait des remarques, ou les chefs, non, peut-être XD. Quoi XD, non?
Donc, s'il n'y a pas de remarques, s'il n'y a pas de questions, ça veut dire que vous ne me suivez pas. Ah, vous êtes là. Très bien. Alors, je continue. Alors maintenant, on va vers le chapitre 2. Alors, il faut bien suivre, hein, d'accord? Il faut bien suivre. Alors, c'est résolution de problèmes de planification. C'est quoi planification? En arabe, on appelle ça tartet, masser, d'accord? Planification, ça peut être aussi d'ordre général, planifier une stratégie. Planifier, c'est trouver le chemin optimal. Commençons par des définitions. On va commencer par un espace d'état. Alors, c'est quoi un espace d'état? Un espace d'état, c'est l'ensemble des possibilités qu'on peut avoir pour un problème donné. C'est-à-dire, si par exemple vous habitez par exemple, supposons que vous habitez quelque soir, vous voulez aller à la cité universitaire par exemple de Dili Ibrahim, vous dites je suis à Babessoir, qu'est-ce que je peux faire? Soit je vais prendre le course, donc je vais prendre le course, il y a un course, très bien. Sinon, je vais prendre un bus, il y a un bus vers Al-Harrach, et de Al-Harrach, je vais prendre un autre bus vers Alger, parce que 1er mai, après je vais prendre un autre bus. Donc vous avez les possibilités. Ensuite, vous dites soit je prendrai directement le métro ou bien le tramway, etc. Donc vous avez l'ensemble des éléments qui vont vous permettre de bâtir votre solution ou bien votre chemin. Vous dites je peux faire ça, ça et ça. Mais quand je prendre un bus, aller de Babzouar à Al-Harras, pour moi, c'est un nœud. C'est une possibilité. Je n'ai pas dit que je vais aller à Ouadsemar, parce que Ouadsemar, il n'y a pas de bus. Donc, je vais créer ce qu'on appelle des éléments qui vont me permettre de trouver un chemin, une solution à mon problème. Alors, cet ensemble d'éléments qui sont utilisés pour résoudre un problème, ils sont appelés les états. Les états, je peux aller de ma position initiale vers la position finale en passant par un ensemble d'états intermédiaires. Bon. Je peux prendre directement de Babzouar un bus directement à Dili Ibrahim. Mais le course à ce chemin, il est associé à un coût. D'accord? Peut-être que ce n'est pas le bon chemin. Il y a un autre chemin. Aller prendre le tramway, prendre le métro. Et à chacun des passages ou des chemins est associé un coût. Dans l'ordre général, pour passer d'un état vers un état, exemple, passer de Babzouar vers Al-Harrach, il vous faut un opérateur. Ici, un opérateur, c'est quoi? C'est vous déplacer, prendre un moyen de transport. Un espace d'état, il est défini par un état initial, c'est là où vous êtes, là où il est votre problème. Ensuite, des opérateurs. Les opérateurs, ils vous permettent de passer d'un état à un autre. J'ai cité l'exemple d'aller d'une ville à une autre. On prend un moyen de transport, on prend notre voiture, on prend un bus, et ça permet de se déplacer d'un état vers un autre. Ici, j'ai défini c'est quoi un espace d'état. Je vais vous montrer un espace d'état. Vous voyez ici un espace d'état. J'ai un ensemble de villes. A est une ville, B est une ville, E est une ville, C est une ville, D est une ville. Entre chaque paire de villes, il y a une distance. Ici, je la représente par un nombre.
par un nombre, 7, 13, 10, etc. Alors, mon problème, c'est quoi? J'ai un problème. Alors, ce problème s'appelle le problème du voyageur de commerce. J'ai un ensemble de villes, A, B, C, D, E. Il me faut aller de la ville A et parcourir toutes les villes une seule fois et revenir à A. C'est-à-dire, supposons que je suis un commerçant, j'aimerais bien passer par une ville chaque fois pour ne pas perdre beaucoup d'énergie. J'ai une voiture, je ne veux pas rouler trop inutilement. Donc, je ne vais pas aller vers A, B, ensuite C, ensuite je reviens à B pour aller à E. Ça veut dire que ça, c'est un gaspillage. Parce que je fais du commerce, donc je vais visiter chaque ville, je vais mettre ma marchandise, je vais vendre ou autre chose et revenir à l'état initial. On va économiser notre énergie, notre temps et gagner beaucoup d'argent dans ce sens. J'ai représenté ça par quoi? Par un espace d'état. Ça, c'est à quoi? C'est un espace d'état. Alors, pour aller de A vers B, il y a un opérateur, on va dire se déplacer de A vers B. Il y a un coût. Il y a un coût pour chaque déplacement. Le coût, ça peut être la distance, ça peut être ce qu'on appelle donc l'énergie que vous allez dépenser ou autre chose, ou bien le péage. L'essentiel, c'est que vous avez un coût. Pour aller vers A vers B, peut-être sur une autoroute, vous allez payer de l'argent. Même si la distance est minimale par rapport à un autre chemin qui est une route nationale, etc. Et ça, c'est un problème qui est posé. On va vous dire, trouvez-moi une solution pour résoudre ce problème. Alors, pour faire ça, il faut penser à un espace d'état. Donc, vous allez prendre votre stylo, vous allez mettre les états. État final, ou A. État initial, ou A, c'est A. Et l'état final, c'est A. Et vous avez les états intermédiaires qui sont B, C, D et E. Et à chaque d'un état vers un état, il y a un opérateur. Ici, l'opérateur, c'est se déplacer, avec un coût. Voilà. Alors, je reviens vers vous. Est-ce que vous avez entendu? Est-ce que c'est clair? Parce que tout ça, je ne vais pas revenir. Hein. Pour moi, le cours, il est fait. Je vous donne la possibilité de poser des questions. Je peux répéter, mais une fois que j'ai fait quelque chose, je ne vais plus revenir sur ça. Après, on va faire directement le TP. Hein? Le TP, on va commencer ça la semaine prochaine. Vous allez programmer. Il faut être prêt. On commence sérieusement. C'est pas, on ne va pas dire que la première séance, c'est une séance pour faire connaissance. Hein? On va passer du temps à raconter nos histoires. Non. Dommage que le cours il est sur 1 heure. Bon, on va faire 1 heure. Mais ce qu'on fait doit être clair, doit être compris. S'il faut que je répète, je vous le dis. Mais ceux qui sont absents, ceux qui sont connectés, dorment, ça c'est leur problème, c'est pas le mien. Non. Pour moi, je suis là, je vous donne tout ce que dont vous avez besoin comme connaissance. Bien sûr que je connais aussi. Si je ne connais pas quelque chose, je ne vais pas raconter des bêtises. Je vais vous dire que je ne connais pas, c'est tout. Hein? Voilà. Maintenant, je continue mon cours. Hein? Donc, s'il n'y a pas de questions, voilà. Dans ce transparent, j'ai écrit c'est quoi les États? Les États sont des villes. Les opérateurs, c'est aller d'une ville X, donc avec condition. Bien sûr, ici, je ne peux pas visiter 2 fois, je ne peux pas aller de la ville revenir à la ville, je ne vais pas boucler, mais je vais aller d'une ville à une autre, de A vers B, de X à Y. D'accord? Et l'état final, hein, l'état objectif, c'est de revenir à A et de faire en sorte que j'aurai une seule trajectoire de coût optimal, bien sûr. Voilà. Alors, pour résoudre ce problème,
si je vous demande de résoudre ce problème, qu'est-ce que vous allez faire? Hein, vous allez prendre un stylo, allez-y. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous dites A, B. Bon, non, B. Je vais partir à B. Ou bien je vais partir à C. Ou bien je vais partir à D. D'accord. Après. De A, de B. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller vers C. Je ne peux pas revenir vers A. Je vais vers E. Et à chaque fois, on va compter le coût du chemin. Et ainsi de suite. Donc ça, c'est un bon exercice. On peut prendre ça et on va mettre, donc on va essayer de résoudre ça graphiquement. De A, je vais vers B, j'ai le chemin AB. De A vers C, j'ai le chemin AC. De A vers D, j'ai le chemin AD. De A vers E, j'ai le chemin AE. Et à chacun de ces chemins, j'ai une distance. D'accord? J'ai un coût, une énergie à dépenser. Voilà. Ensuite, si je prends un exemple de C, je suis au niveau C. De C, je ne vais pas revenir à A, bien sûr. Je ne vais pas revenir à. Je peux aller vers B. Je peux aller vers E. Je peux aller vers D. D'accord? Donc, de C, je veux aller vers B, vers E, vers D. Et pour chacun des chemins, il y a un coût. Et je vais cumuler le coût. Et ainsi de suite. D'accord? Et de même, si je vais de A vers B, alors une fois que je suis allé vers B, de B, je n'ai pas développé, bien sûr, parce qu'il faut de l'espace, mais vous pouvez vous-même le faire. AB, ensuite BC, BE, BD, ainsi de suite. D'accord? Et je continue. Alors, mon objectif, c'est de chercher, bien sûr, le coût, si je m'intéresse au coût optimal. Si je ne m'intéresse pas au coût optimal, donc il suffit d'arriver, de faire la liaison une fois et je reviens, il n'y a pas de problème. Ça, c'est la solution, elle est triviale. A, B, C, D. A, B, C, E, D, A. Voilà. Mais ce n'est pas sûr que c'est le meilleur chemin. Alors, surtout quand vous avez beaucoup de villes. Ici, vous avez 1, 2, 3, 4, 5. Mais si vous avez une vingtaine, même visuellement, vous ne pouvez pas le faire. Donc, vous êtes obligé de faire des calculs. Et comment maintenant trouver la solution? Donc, on va chercher la solution. D'accord? Et trouver la solution sans notre problème. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a développé l'espace d'état. Là, qu'est-ce qu'on a fait? On a développé l'espace de temps. Ici, il est incomplet, je vous dis, parce que ce n'est pas déterminaison là, c'est pas déterminaison. On doit encore continuer. Et ce qui est en rouge, je vous donne la solution. Ça veut dire que si vous faites tous les développements possibles, vous allez voir que la meilleure solution, c'est celle-ci, qui a un coût de 34. Est-ce que d'abord c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? C'est clair, monsieur. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui, vous avez. Oui. Bon, on va arriver à Dijkstra, oui. Oui, c'est ça. C'est ça, oui. Mais Dijkstra, bon, c'est une limite. Hein. Ce sont des méthodes conventionnelles. Après, il y a l'algorithme Astar qui est intelligent. Donc, on va voir. Si vous avez fait ça en théorie des graphes, vous serez à l'aise. Très bien. Ça sera un rappel pour vous. Ceux qui n'ont pas Omar Salhi, vous avez dit non. Non. C'est quoi non? Pour Omar Salhi, vous avez dit non. Un nom de quoi? Ah, pas de question, d'accord. Bien sûr, les premiers algorithmes, certainement, vous les connaissez, ou bien vous avez pu faire ça peut-être dans la théorie des graphes ou autre matière. Voilà, s'il n'y a pas de questions, très bien. Maintenant, je peux prendre. On est en train d'expliquer, ou bien dans ce premier cours, je mets l'accent sur l'espace des temps. Ce n'est pas les algorithmes de recherche.
Les arguments de recherche, on va, peut-être qu'on n'aura pas le temps de commencer aujourd'hui. On va les voir la séance prochaine, parce qu'il y a uniquement 1 heure. Et bon, juste après, vous avez notre cours, donc je ne peux pas m'étaler, prendre même 1 minute de ce qui vient après. Je vais uniquement parler d'espace d'état et en parler peut-être quelques minutes d'une façon générale de ce qui nous attend. Alors, un deuxième exemple, c'est l'analyse syntaxique. Vous avez fait ça, compilation, technique de compilation. Analyse syntaxique, vous connaissez que toute grammaire, donc vous avez un ensemble de règles, et les règles vous permettent de dériver pour voir si une phrase est correcte syntaxiquement. Cela veut dire, est-ce qu'on peut trouver l'ensemble des règles qui nous permettent d'aller de l'axiome vers pour produire une telle phrase, un ensemble d'instructions. Si vous écrivez if, then, else, si vous oubliez par exemple les parenthèses, bon, il y aura erreur de syntaxe. Parce que la syntaxe vous dit if, parenthèse ouvrante, après une expression logique, parenthèse fermante. C'est quoi une expression logique? C'est une, etc. Donc, c'est ça les grammaires, vous avez fait, je pense, beaucoup. Moi, j'en ai fait ça il y a longtemps, mais c'est des choses qui reviennent. Et bien sûr, si on vous donne, bon, ça c'est un exemple, c'est pas un langage très très simple. Donc, si on vous donne un ensemble de règles, on vous donne une phrase, comment vous allez représenter ça par un espace d'état et trouver est-ce que réellement ce problème, est-ce que le mot il fait partie du langage ou non? Alors, comment on fait? Il suffit uniquement de prendre l'état initial, d'accord, et essayer de faire des réductions. Vous connaissez ça. Donc, je vous dis, vous dites AB, est-ce que je peux le réduire? AB, ça me donne 1, etc. Donc, on fait des réductions. Donc, ici, si on applique la règle 1, la règle 1 me dit que AB peut être réduit en M, d'accord? Et, d'accord? Maintenant, ou bien M me donne AB, plutôt c'est l'inverse. Donc, M me donne AB, d'accord? A minuscule, pardon, donc c'est pas le fond, c'est, voilà. M me donne AB, donc si j'ai AB, donc je peux le réduire en M, et ainsi de suite. MA, alors MA, pardon, ce que j'ai fait ici. Voilà, après on va réduire aussi à AB, d'accord? AB à la fin, ensuite on peut réduire AB qui est au milieu, et ainsi de suite. Donc je vais passer d'un état, donc mon espace d'état c'est quoi? C'est un état, c'est une nouvelle expression qui va contenir des terminaux et non terminaux qui va correspondre à l'application d'une des règles de réduction. Donc, si je réduis, j'obtiens non terminal dans une phrase qui contient aussi des terminaux. Et je vais passer d'un état à un état en appliquant les possibilités. Et j'aurai bien sûr tous les états possibles et voir bien sûr est-ce que cette phrase peut être réduite vers l'action initiale M. Si c'est le cas, donc ça c'est une phrase qui appartient au langage. Alors quel est bien sûr le meilleur chemin de réduction? On peut le trouver en nombre d'opérateurs appliqués. Ça c'est un autre exemple. Le troisième exemple, c'est, je suppose que vous le connaissez, hein, donc c'est l'histoire des bidons qui revient. Vos parents, peut-être qu'ils connaissent bien le principe. Donc, si on dispose de 2 bidons, 5 litres et 2 litres, hein, au départ, le bidon 5 litres, il est plein d'eau, celui de 2 litres, il est vide, et on veut obtenir 1 litre dans le bidon de 2 litres. C'est-à-dire que j'ai 5 litres, un bidon de 5 litres, et un bidon de 2 litres qui est vide. Mais je veux avoir 1 litre uniquement dans le bidon de 2 litres. Qu'est-ce que je peux faire? Voilà. Voilà.
la solution donc, je suppose que vous avez déjà fait ça. Vous avez un bidon 1, bidon 2, bidon 3. Bidon 3, c'est un bidon qui n'a pas qui est vide. On peut verser des choses qui peut contenir jusqu'à 5 litres. Comment faire? Donc, on a un tripli 500. On veut arriver à 401 ou 410, peu importe. Donc, comment on fait? On prend le bidon, la solution, c'est de verser le premier bidon dans le deuxième qui contient 2 litres. Ensuite, les verser dans l'autre et verser les 3 dans le bidon de 2 litres. Il va vous rester 1 litre, etc. Ça, on peut faire plusieurs combinaisons. L'essentiel, c'est d'arriver à avoir le 1 litre. Alors, pour moi, ce n'est pas le problème qui est important. Pour moi, c'est comment réfléchir à écrire, à modéliser ça sous forme d'état. Donc, vous avez un état initial, vous avez un état final. Un état initial, vous avez 3 bidons, un qui contient uniquement 2 litres, qui peut contenir 2 litres, l'autre qui contient 5 litres, le deuxième il est vide. On veut avoir dans un des bidons une contenance de 1 litre. Et qu'est-ce qu'on fait? On va explorer, on va mettre toutes les solutions possibles pour bien sûr arriver à la solution finale. Voilà, maintenant, bon, il y a d'autres problèmes. Voilà. J'ai terminé avec l'introduction de l'espace d'état. Maintenant, quelles sont les méthodes de recherche de solutions dans les espaces d'état? Alors, nous avons rapidement, je vais parler de... Alors, il y a ce qu'on appelle les méthodes aveugles, non informées. On va voir les méthodes aveugles, qui sont peut-être celles que vous avez vues en théorie des graphes. Méthode de largeur d'abord, hein, depth, et aussi largeur d'abord, profondeur, pardon, ça c'est algorithme. Ensuite, profondeur d'abord. Je vais parcourir mon espace d'état pour trouver la solution, pour aller du nœud initial vers le nœud objectif, en faisant un parcours. Soit je le fais en largeur d'un arbre. Si l'espace d'état est un arbre, je vais parcourir l'arbre. Si l'espace d'état est un graphe, je vais parcourir le graphe, bien sûr. Alors, soit en largeur, soit en profondeur. Donc, ça, c'est la deuxième. Donc, alors, il y a aussi la méthode du coup uniforme. Donc, la méthode uniforme, ça veut dire que je ne connais pas la distance vers le nœud objectif. Ce qui revient à Dijkstra, bien sûr. Ensuite, nous allons voir à la fin les méthodes. Donc, ça, c'est les méthodes informées. Pardon. Ensuite, nous allons voir l'algorithme de type A. Type A et A-star. Donc, ici, c'est les méthodes de ce qu'on appelle, on commence à voir les méthodes intelligentes qui vont prendre, on va faire l'hypothèse, faire une heuristique. On va définir une heuristique. Alors, cette heuristique, c'est le chemin qui reste à parcourir et essayer de résoudre le problème pour aller plus vite et trouver la solution. Alors, ce sont les algorithmes de type A. Maintenant, pardon. On verra bien sûr l'algorithme A-star. D'accord. Alors, je donnerai après un historique de cet algorithme qui a été fait par un ensemble de chercheurs à base d'un article qui sont visibles sur le transparent. Et alors, l'algorithme A-star, bon, je vais directement vous dire,
Il a été implémenté sur un robot prototype aux États-Unis. Et il est aujourd'hui dans le musée en Californie, vous voyez ici. Alors, si vous êtes connecté à Internet, vous pouvez directement aller visiter ce musée. Ce robot, donc, dans les années 60, il a été donc, bien sûr, à la base c'était Dijkstra, mais on l'a amélioré pour qu'il soit intelligent, c'est Astar. Et Astar, c'est une amélioration de l'algorithme de Dijkstra. Il a été implémenté sur ce robot qui aujourd'hui, il est dans le musée. Le voici, le musée. Si vous allez vers ce musée, vous allez voir. Alors, pour vous dire que ça, c'est le robot qui est dans ce musée. Si peut-être un jour vous allez en Californie, vous pouvez le voir. Hein. C'est bien de le voir. Et ça, c'est l'objectif de notre. Et vous allez bien sûr faire un TP sur Astar, vous allez l'implémenter avec une heuristique, vous allez voir, vous allez aimer tout ça parce que ça vous donne, ça vous permet de réfléchir comment communiquer une intelligence à votre algorithme. C'est l'heuristique. Alors, plus votre heuristique se rapproche de la réalité, plus il est nommé de type Astar. Il y a un historique, vous pouvez voir tout ça. Voilà, j'ai introduit dans le chapitre, plutôt les algorithmes qu'on va voir. Je pense qu'il reste 3 minutes. Si vous avez des remarques, des questions, je n'ai pas le temps de voir ça en détail. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Vous pouvez parler, il n'y a pas de problème. Donc, vous avez 3 minutes. Pas de questions, vous n'avez pas de remarques, rien, vous ne parlez pas de remarques. Vous êtes. Non, c'est clair, monsieur, merci. C'est clair. Il n'y a pas de remarques sur le cours. Est-ce que vous suivez? Est-ce que c'est vite, c'est pas vite ou là? Sinon, j'ai le comité pédagogique pour dire que M. Arabi, il va vite ou là, il ne donne pas assez d'exemples ou là. Il faut, c'est maintenant, si vous avez des remarques, il faut les dire. Ou là, si vous voulez faire un rapport sur un enseignant, même, il ne se présente pas, il ne fait pas les cours, aux travaux. Non, mais travaux, ça a été l'exemple à l'IBET. Hein. Enseignant qui ne faisait pas ses cours, maintenant il donnait le cours à 8 h du soir, etc. Les étudiants travaux. D'accord. Ok. Cela à partir de zéro, c'est-à-dire. Non, aujourd'hui c'est une introduction, mes travaux, vous n'ayez pas peur. C'est un peu vite pour moi, franchement. Pourquoi vous n'avez pas parlé de ça avant? C'est un peu comme maintenant. Les graves, les arbres. Oui, bon, on verra, c'est pas compliqué. Hein. J'ai rien dit, j'ai présenté uniquement aujourd'hui l'espace d'état. Est-ce que vous avez compris cette notion, espace d'état? Je n'ai pas présenté d'algorithme de recherche, de solution. Est-ce que vous avez compris les espaces d'état? Oui, voilà, c'est ce qui est important. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, c'est une introduction, on a parlé des espaces d'état. Quand vous avez un problème, vous allez représenter par état vers un état, état vers un état. Après, on cherche la solution. J'ai uniquement dit qu'est-ce qu'on va faire la séance prochaine, mais je n'ai pas parlé d'algorithme. Hein. J'ai dit qu'on va faire des solutions conventionnelles, qui sont les algorithmes de recherche en largeur, profondeur, etc. Arriver à Dijkstra. Après, il y a l'algorithme Astra. Et en TP, vous allez les implémenter. Donc, il faudra bien comprendre, et c'est ça pour être à cheval avec le cours. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Voilà, donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, donc lundi prochain à 8 h. On ne sait jamais, le transport, il y a un problème. Là, normalement, j'arriverai à temps, mais on ne sait jamais. Donc
S'il y a un retard, je m'excuse, c'est un problème de route, mais on va essayer d'être à l'heure parce que c'est de 8h à 9h. Merci, donc au revoir à la prochaine fois.